Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Alors, essayez de fermer les yeux. Et si je vous dis Jane Austen, quelles sont les images qui vous viennent en tête? Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a certaines qui ressemblent à ça ou ça, auquel cas vous avez une certaine précision historique, vous avez des sources de l'époque, mais plus généralement, les images qui nous viennent en tête ressemblent à ça, éventuellement à ça, et pourquoi pas à ça aussi. Voilà. Parce que l'imaginaire collectif de Jane Austen, il se sédimente à partir, bien sûr, de notre lecture de ces textes, de ce qu'on imagine éventuellement à partir de notre lecture, de sources éventuelles de l'époque, mais surtout et avant tout aujourd'hui de cette multitude d'adaptations qui ont nourri cet imaginaire, et un imaginaire qui est désormais très marqué par certains éléments comme les robes style empire, les scènes éclairées à la bougie, les scènes de bal, des paysages absolument vierges de tout fil électrique, l'absence de technologie, et c'est souvent ça qu'on cite pour justifier l'attrait que représente encore Jane Austen aujourd'hui, un attrait qui est souvent associé à la nostalgie pour une époque plus simple, pour une époque avec un style qui nous fascine, une nostalgie qui est parfois considérée comme un petit peu rétrograde et parfois, au contraire, comme salvatrice. Alors, aujourd'hui, on va mettre de côté les robes empire, on va mettre de côté les bougies et l'attrait pour ces paysages impeccables, et on va s'intéresser à ces éléments austéniens qui dépassent cet ancrage dans une époque passée, dans une culture passée. Et on va se pencher sur certains films, assez nombreux en fait, qui ont joué au jeu du « et si ». Et si Emma se passait dans un lycée de Beverly Hills? Et si Sense and Sensibility se passait dans le Tamil Nadu en 1999? Et à travers ces adaptations qui ont choisi de ne pas conserver le cadre et la période, on va s'intéresser à la manière dont, justement, quels sont les éléments de ces histoires, de ces personnages qui résonnent avec notre modernité, avec l'ère contemporaine. On va se poser la question aussi de quelle manière on relook, en fait, Jane Austen. Et cette question du relooking, qui est un terme un peu dépassé maintenant, ou du makeover, qui est le terme anglais qu'on utilise plus fréquemment, c'est pas quelque chose de nouveau en parlant de Jane Austen. Même elle, en fait, à propos de la personne de la romancière, si vous réfléchissez, si vous avez des images de Jane Austen, ce sera rarement celle-ci, qui est la seule véritable représentation de son visage, qui est ce portrait de Cassandra, sa sœur, qu'elle a dessiné en 1810 et qui est maintenant à la National Portrait Gallery. L'autre représentation authentique qu'on ait, c'est une représentation de dos, donc son visage nous échappe un petit peu, donc c'est un peu frustrant. Et ce portrait initial, il a souvent été considéré comme un peu frustrant, on l'a considéré comme pas assez joli, en fait. Et donc, si vous tapez Jane Austen sur Google, la plupart des images que vous trouverez seront inspirées de ce makeover victorien de Jane Austen, qui date de 1870, et vous voyez que ça a un petit peu adouci ses traits, ça a un peu arrondi le visage, son nez est un petit peu plus adouci, ses lèvres sont un peu plus épaisses. Et ce relooking, ce makeover continue encore aujourd'hui. On refaçonne en fait l'image de la romancière à nos goûts contemporains. Et en 1995, qui est un peu une année charnière, qui a constitué le début de la période qu'on a considérée comme l'Austenmania, avec une inflation d'adaptation, le magazine Entertainment Weekly a publié une liste des personnes les plus influentes de 1995. Et parmi ces personnes, il y avait Jane Austen, qui a été représentée comme ça au bord de sa piscine à Beverly Hills. Alors, ces adaptations qu'on va considérer aujourd'hui, elles prennent en quelque sorte un petit peu le contre-pied d'un mythe ou d'un cliché qu'on a associé à Jane Austen, qui est le mythe de la limitation, le mythe de la restriction. C'est vrai que
Jane Austen n'a pas eu une carrière internationale à son époque, elle n'a pas beaucoup voyagé, elle a dépeint aussi un cercle assez restreint de personnages, elle se limitait à ce qu'elle connaissait, et donc essentiellement à cette région du sud-ouest de l'Angleterre, le Hampshire, un petit peu à Bath aussi qu'elle avait fréquenté, quelques scènes à Londres, mais pas beaucoup. Ici, je vous ai mis sa maison à Chawton. Et elle-même, elle décrivait la manière dont elle travaillait comme le fait de peindre des miniatures sur un petit morceau d'ivoire, qui produit peu d'effets après un long effort. Donc elle-même a contribué à alimenter le mythe. C'est vrai que ces histoires sont concentrées sur un très petit nombre de personnages, notamment. Elle donnait un conseil à un de ses neveux, je crois, dans une de ses lettres, et elle lui disait 3 ou 4 familles dans un village de campagne, c'est là-dessus qu'il faut écrire. Voilà, ça suffit, en fait, pour avoir des intrigues suffisamment complexes. Et ce mythe de la limitation a aussi conduit à une certaine frustration de la part de certains lecteurs et critiques, lectrices aussi. Ici, on a une citation de Charlotte Brontë qui n'aimait pas Jane Austen, qui a lu Pride and Prejudice et qui a été extrêmement frustrée par ce qu'elle considère comme un jardin trop cultivé, avec des bordures, avec des fleurs trop délicates, aucune ouverture, pas assez de physionomie vivante, pas de paysage ouvert, pas d'air frais, pas de collines. Donc tout ceci montre voilà, cette frustration avec cette limitation de l'espace. Or, on va voir que d'un point de vue géographique comme d'un point de vue culturel, les adaptations de ces 30 dernières années, au contraire, illustrent à quel point ces histoires sont éminemment universelles, adaptables, transposables dans de très nombreux contextes culturels différents, avec des limites, bien sûr, des contextes culturels qui sont quand même un petit peu liés à l'histoire de la colonisation britannique, notamment. Donc on va d'abord faire un petit tour d'horizon pour cartographier, pas du tout de manière exhaustive, mais pour avoir une idée un peu quantitative de ce que ça représente par rapport à ces autres adaptations que vous connaissez sans doute, qu'on connaît tous, Pride and Prejudice en costume avec Keira Knightley, Sense and Sensibility avec Emma Thompson. Bientôt, on va avoir Pride and Prejudice avec Emma Corrin sur Netflix à la fin de l'année. Mais donc, qu'est-ce que c'est que ces adaptations sans costume, en quelque sorte? Alors, d'un point de vue quantitatif, le pays qui en a produit le plus, ce n'est pas la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis. Et ça commence en 1990, quand Will Stillman, pardon, c'est juste que j'en ai oublié un qui était un petit peu avant, que j'ai mis sur mes notes et pas dans mon PowerPoint, donc ça me... Voilà. En 1980 déjà, il y avait James Ivory qui avait fait une petite référence à Jane Austen dans un film qui s'appelait Jane Austen in Manhattan, où il imaginait une mise en scène d'un texte de Jane Austen sur scène, film très, très confidentiel, très arrêt-essai. Mais en effet, là où ça prend un petit peu d'ampleur, c'est avec donc Metropolitan qui a été programmé donc dans le cycle ici en 1990, où Stillman, qui est un grand fan de Jane Austen, transpose quelques éléments de l'histoire de Mansfield Park et surtout la référence à Mansfield Park dans le milieu de la haute bourgeoisie new-yorkaise. Là aussi, on a un film quand même plutôt d'arrêt d'essai. Et une manière d'utiliser Jane Austen pour, là aussi, faire une satire sociale, dépeindre une société assez oisive, assez désabusée. La lecture de Mansfield Park par l'une des personnages permet justement d'ouvrir quelques questionnements sur les classes sociales et sur ces privilèges de classe. On change de registre radicalement en 1995 avec Clueless de Amy Heckerling, qui transpose l'intrigue de Emma dans un lycée huppé de Beverly Hills et dans le milieu très stylé de ces Valley Girls californiennes. C'est une adaptation très fine qui ne reconnaît pas au départ le fait que c'est une adaptation austenienne. Il n'y a pas de mention de Jane Austen dans le titre, il n'y a pas de mention de Jane Austen dans le générique, il n'y a pas vraiment de Easter eggs, de ces petites références cachées pour les fans, sauf à travers le nom d'un des personnages, Elton. Mais les transpositions des différents personnages sont assez brillantes. On est guidé par la voix off aussi de l'héroïne, Cher,
qui nous guide au travers de ses différentes pérégrinations au fil de centres commerciaux, sa voiture, le lycée, etc. Et l'équivalence qui est faite entre le système très codé de la société britannique du début du 19e siècle et le système extrêmement codé et normé du milieu des lycées de la côte ouest est assez remarquable. Et Amy Heckerling, la réalisatrice et scénariste, reconnaît que c'est ce jeu du « et si » qui l'a conduite à faire ce film. Elle s'est dit « et si ?» ce type d'activité qu'on voit dans Emma se passait dans un contexte un petit peu plus léger. Elle revendique d'avoir voulu faire une comedy of manners, donc une comédie de mœurs à la manière de Emma. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est que c'était sans doute la première adaptation qui utilisait un genre en général associé à la culture de masse, le teen movie, pour adapter Jane Austen. Et moi, c'est ça que je trouve ça particulièrement intéressant, c'est que ça permet d'attirer un public absolument pas prédisposé nécessairement pour Jane Austen à s'intéresser justement à cette romancière. Et par ailleurs, ça attire aussi des fans de Jane Austen ou des critiques de Jane Austen à se pencher sur le teen movie, genre qu'ils auraient peut-être auparavant jugé comme un petit peu indigne. La suite nous montre que cette tendance ne faiblit pas. En 2003, on a une adaptation mormone de Pride and Prejudice qui se situe à Provo, dans l'Utah, et qui établit là aussi une proximité entre les pressions que pouvaient exercer les codes sociaux sur les jeunes filles au début du 19e siècle, avec les pressions du contexte mormon dans l'Utah, sur un ton tout à fait léger. Elizabeth Bennet devient une étudiante à l'université. Bon, après, c'est un film qui, comme pas mal d'autres films que je vais mentionner aujourd'hui, a eu une réception assez mitigée. Ce n'est pas considéré comme un chef-d'œuvre et ça a été assez peu vu. Mais c'est plutôt l'aspect quantitatif qui m'intéresse. En 2007, donc peu de temps après, on a The Jane Austen Book Club qui se passe à Sacramento, en Californie, et qui s'intéresse justement à un club de lecture qui rassemble plusieurs amis qui ont un petit peu des problèmes dans leur vie. Et Jane Austen est représentée comme, en quelque sorte, un guide de développement personnel. Elle commande ce club de lecture où elles ne lisent que Jane Austen. Je devrais dire presque il, parce qu'il y a aussi un homme qui rejoint le groupe de lecture. Et Jane Austen est considérée comme une antidote à la vie, en fait, un antidote aux problèmes de leur vie. Et dans chaque roman, elles parviennent à trouver des clés, des techniques, des stratégies qui vont leur permettre de progresser, de résoudre leurs problèmes. Et cette idée de Jane Austen comme lecture thérapeutique est quelque chose qui revient souvent dans la réception de Jane Austen. On continue avec une autre adaptation dans l'Utah. Je passe assez rapidement, c'est surtout pour le jeu de mots assez mauvais, Sense and Sensibility, S-C-E-N-T-S, donc les senteurs, les parfums, parce que le personnage de Marianne devient un personnage qui aime fabriquer des parfums. Ce qu'on voit dans ce film, comme dans plusieurs autres, c'est la tendance à élever un petit peu le niveau social, c'est-à-dire c'est un milieu extrêmement privilégié. Elles étaient extrêmement fortunées et elles perdent leur fortune après que leur père a été, a commis une escroquerie. Mais bon, en fait, ça prouve surtout que un mauvais jeu de mots ne fait pas une bonne idée d'adaptation au final. En 2011, on a From Prada to Nada, avec là aussi une volonté de jeu de mots qui transpose là aussi Sense and Sensibility à Los Angeles. Ce qui est intéressant là, c'est que ça se situe dans le milieu latino-américain. Et là aussi, un intérêt pour les classes sociales, puisque les deux héroïnes, l'équivalent de Ellen et Marianne, en fait, perdent leur fortune, là aussi, avec la mort de leur père, et sont obligées de déménager de Beverly Hills, où elles habitaient, et d'aller habiter chez leur tante, Aurelia, dans le quartier est de Los Angeles, donc un énorme déclassement social. Là aussi, une sortie assez confidentielle, une réception critique plutôt mitigée. Mais l'insertion de diversité ethnique dans Jane Austen est assez intéressante et se poursuit en 2019 avec Pride and Prejudice Atlanta,
où tout le casting est afro-américain, où le père devient un révérend, un pasteur. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que ça s'accompagne d'une revalorisation du rôle de Mrs. Bennet, la mère de la famille qui est assez stupide dans le roman et qu'on n'aime pas beaucoup. Et ici, elle devient une autrice populaire de livres de développement personnel, justement, où elle explique comment trouver l'accord parfait, comment trouver un mari. Voilà, et c'est sa voix off qui nous guide. Donc là aussi, je trouve que c'est assez intéressant dans les déviations qui sont apportées. Mais comme c'est quand même pas mal la norme dans la plupart de ces films, la satire sociale disparaît en grande partie. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y aurait eu de quoi faire, je pense, en rajoutant un petit peu une question politique aussi, un petit peu plus dans ce film. Notamment qui arrive aussi après toute une vague d'adaptations qui ont exploré cette question raciale. Il y a eu bien sûr Bridgerton qui a ouvert le casting à une bien plus grande diversité, mais il y a aussi une adaptation de Sanditon de Jane Austen où justement l'un des personnages était noir. Question de diversité aussi intéressante avec Fire Island qui sort en 2022 et qui transpose l'histoire de Pride and Prejudice dans la communauté gay sur l'île de Fire Island, qui est au large de Long Island à New York, et qui est très connue comme un spot LGBT, loin des règles hétéronormées, très gay-friendly, où il y a beaucoup de fêtes, où se retrouvent beaucoup de stars, beaucoup de gays new-yorkais, pour faire la fête en général. Un univers assez mondain. Et donc, on y suit un personnage gay qui a construit quand même son idée des relations amoureuses selon les normes des comédies romantiques hétéros. Et on suit un petit peu là aussi son parcours vers la connaissance de soi, la connaissance des autres. Et c'est une adaptation donc queer qui transpose les questions de hiérarchie de classe qu'on a dans Pride and Prejudice de Jane Austen au sein des hiérarchies qui existent au sein de la communauté LGBTQ. Voilà, et on arrive au bout, même si encore une fois c'est pas exhaustif, avec une très récente, 2025, qui se passe dans le Colorado. Donc c'était pour montrer que ça parcourt un petit peu tout le territoire américain, de l'est à l'ouest, en passant par le Midwest. Qui est présenté, je vous avoue très, très honnêtement, je ne l'ai pas vu, c'est présenté comme un film de Noël réconfortant. Et c'est ce qui ressort de plus en plus. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités là. Il y a de plus en plus de ces films à petit budget qui sortent directement sur les plateformes et qui s'adressent vraiment à une audience un petit peu de niche. Voilà. Alors, quittons les États-Unis et allons dans un deuxième pays qui a démontré justement cet intérêt pour des actualisations de ces histoires de Jane Austen, et ce pays, c'est l'Inde. Et ça commence en 2000 avec un film tamoul qui, là aussi, est programmé lors de ce cycle au Forum des images, Kandu Kandan, qui est, là aussi, un film qui ne revendique pas d'être une adaptation de Jane Austen. Il n'y a pas de mention de Jane Austen au générique, il n'y a pas de référence au nom des personnages ou des lieux, c'est très implicite. Néanmoins, c'est évident que c'est une adaptation, c'est très précisément inspiré de l'histoire du roman, mais aussi du film de Ang Lee. On voit qu'il y a certains éléments qui ont été conservés, qui viennent du film de Ang Lee de 1995, adapté de Sense and Sensibility. Et ce qui est très intéressant dans Kandu Kandan, c'est les équivalents politiques et socio-économiques. C'est-à-dire que dans Sense and Sensibility de Jane Austen, on avait cette dualité du titre, qui est difficilement traduisible bien en français, raison et sentiment, éventuellement. Et ce titre évoque des mutations qui ont eu lieu essentiellement au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle anglais qu'on sépare souvent en deux époques, l'ère de la raison, avec les Lumières, l'avènement d'une philosophie pragmatique, etc., et l'ère de la sensibilité, qui est marquée au contraire par l'avènement du sentimentalisme, par une insistance sur les pouvoirs de l'imagination. Et le roman de Jane Austen arrive à un moment précis où les excès de la sensibilité sont remis en cause, notamment
suite aux excès représentés par l'élan révolutionnaire de 1789. Et le roman est vraiment passionnant pour ça, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de position univoque pour l'un contre l'autre, ou inversement. Et Kandoukondon décline en quelque sorte cette ambivalence en réfléchissant aux échanges et aux tensions entre ces deux pôles de raison et de sensibilité, mais en l'appliquant aux mutations qui affectent l'Inde au tournant du XXIe siècle. Alors, ça peut être des mutations qui affectent le fonctionnement de la société, avec notamment les débats sur mariage d'amour contre mariage arrangé, des débats sur le statut de la femme, sur les conventions sociales, sur la situation politique et militaire, mais aussi sur les évolutions économiques et culturelles de l'Inde du tournant du XXIe siècle, avec notamment une opposition entre l'économie traditionnelle et les revenus financiers, et un questionnement aussi de l'occidentalisation de la culture à ce moment-là, au contraire de références culturelles et religieuses ancestrales. J'en parlerai un tout petit peu plus tout à l'heure. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, dans cette adaptation de Tamil Nadu, il y a une inscription dans un cadre socio-économique très juste, très présent et assez politique, qui est plutôt gommé dans pas mal d'adaptations américaines, notamment. Kandoukondon s'adressait à l'époque essentiellement à un public indien et notamment à un public du sud de l'Inde. C'est vraiment un film en tamoul qui, au départ, ne s'adressait pas beaucoup à un public étranger. Ce sera aussi le cas, et je me suis trompée dans l'ordre de mes apparitions, c'est pas du tout le cas. Au contraire, en 2004, quand sort Bride and Prejudice, traduit assez mal en français par Coup de foudre à Bollywood, pardon, que vous pourrez voir tout à l'heure à 21h, je vous y encourage vivement, qui a été réalisé par une réalisatrice britannique d'origine indienne, Gurinder Chadha, et qui s'intéresse, bon là, clairement, la filiation avec Jane Austen est plus évidente, hein, ne serait-ce que par le titre, mais aussi par les noms des personnages. Et c'était aussi une manière de surfer sur une tendance en 2004 qui faisait que les films Bollywood étaient un petit peu plus populaires à l'Ouest. C'est-à-dire que c'était auparavant, il y avait très peu de gens qui connaissaient le cinéma indien. Et en 2004, 2004, ça vient après deux films notamment qui ont eu pas mal de succès en Europe, Lagan en 2001 et Devdas en 2002. Et il y a eu un intérêt nouveau, en fait, une capacité des films Bollywood à s'exporter à partir du début du XXIe siècle. Et donc Bride and Prejudice était un peu calibré pour un public multiple, à la fois en Inde et en Grande-Bretagne et en Occident en général. D'ailleurs, il a beaucoup plus plu en Occident qu'en Inde même. Il est sorti aussi au même moment qu'une autre adaptation d'un texte classique britannique, Vanity Fair, adapté lui aussi par une réalisatrice anglo-indienne, Mira Nair. Et on verra tout à l'heure comment c'est un film aussi qui s'inscrit dans une logique de rapprochement en fait, entre les cultures, dans une idéalisation un peu de ce dialogue interculturel. Et donc là, le fait d'adapter Pride and Prejudice, roman canonique britannique, dans un contexte, voilà, dans le contexte d'une ancienne colonie, procède délibérément d'une volonté de rapprochement. Et je parle brièvement de Aïcha, qui elle aussi surfe un petit peu sur la même vague, qui décide de situer Emma à Delhi en 2010 et qui choisit là aussi de monter un petit peu en grade du point de vue de la catégorie socio-professionnelle. On est vraiment dans le milieu de la jet set dans Aïcha. Et à travers une critique apparente en fait, d'un personnage principal très privilégié et très oisif, on a surtout une ode au consumérisme débridé, une glorification de la modernité économique et culturelle de l'Inde, avec, voilà, comme on peut très bien voir la différence voilà, de outfits, d'habillement entre Aïcha et Kandoukondon. On a très peu de saris, on a beaucoup d'habillement à l'occidental, beaucoup de centres commerciaux aussi, et très très peu de place pour la satire. Mais ce que montrent ces films pour le moment, c'est que ici on a ces romans de Jane Austen qui sont
pris comme une sorte de structure mythologique presque, qui s'adapte à différentes cultures. Il ne s'agit plus du tout de restituer un texte canonique ou de s'interroger à des stratégies formelles. Quand on a les codes du cinéma Bollywood, on est à milieu de l'écriture extrêmement retenue en fait de Jane Austen. Mais on voit à quel point les éléments de ces personnages et de ces structures narratives et de ces thématiques s'incarnent avec une grande justesse dans des cultures extrêmement variées, extrêmement diverses. C'est donc la force et la simplicité des intrigues, des relations entre les personnages, du rythme narratif aussi. Il me semble que les romans de Jane Austen sont assez légers en description, ça va vite en fait dans les romans de Jane Austen, et donc ça se prête très bien à des adaptations multiples qui transcendent aussi les barrières culturelles. Ce qui me frappe aussi, c'est que de tous les auteurs britanniques du XVIIIe ou XIXe siècle, Jane Austen est la seule à avoir suscité une filmographie d'une telle diversité. On trouve une telle diversité avec Shakespeare, mais pas vraiment avec des auteurs du XVIIIe, XIXe. Revenons à l'essentiel. Revenons aux origines et en Angleterre. Alors, est-ce qu'on trouve aussi ce phénomène en Angleterre? Alors, on le trouve bien sûr avec un film extrêmement populaire qui est sorti en 2001, Le journal de Bridget Jones et ses multiples adaptations. Au départ, c'est un roman de Helen Fielding qui s'inspire de l'histoire de Pride and Prejudice de manière assez souple. Et le film a surtout fait date, le premier, parce qu'il a utilisé pour jouer le rôle de Mark Darcy, le même acteur Colin Firth, qui jouait le rôle de Mr. Darcy dans la série BBC de 1995. Donc ça faisait une espèce de connexion transmédiatique qui plaisait beaucoup aux fans. Et là aussi, Jane Austen est une manière d'interroger un moment de crise dans la vie du personnage, en l'occurrence, personnage de la trentaine qui se demande un petit peu ce qu'elle va devenir. Et les deux autres, en fait, il y a assez peu d'adaptations qui actualisent les histoires en Angleterre. Et les deux autres, en fait, je me demande si elles se passent vraiment en Angleterre. Parce que je vais commencer avec Austenland, même si c'est la plus récente. Austenland imagine un personnage américain, la trentaine aussi, en pleine crise existentielle, fan de Pride and Prejudice, qui décide de casser sa tirelire pour aller dans un parc à thème complètement imaginaire, où on peut vivre comme dans Jane Austen, on peut s'habiller comme dans Jane Austen, parler comme dans Jane Austen, manger comme dans Jane Austen, et donc elle se rend en Angleterre dans cette espèce de Disneyland austénien, où elle retrouve bien sûr des différences de classe selon quel type de forfait on a acheté, etc. Donc c'est difficile de dire que ça se passe en Angleterre, ça se passe dans une espèce de facsimilé un petit peu factice de l'Angleterre telle qu'on l'imagine, austénienne telle qu'on l'imagine. Plus intéressant, il me semble, c'est Lost in Austen, une mini-série sortie en 2008 qui imagine un personnage, là encore la trentaine, assez peu satisfaite de sa vie. Elle a un job qui ne l'intéresse pas, elle a un compagnon qui ne va pas du tout, complètement, très peu romantique, qui boit trop, très peu dans la communication. Et son seul réconfort, c'est de lire Pride and Prejudice et de fantasmer complètement sur Pride and Prejudice. Jusqu'au jour où elle se rend dans sa salle de bain et elle trouve Elizabeth Bennet dans sa baignoire. Et elle se rend compte que derrière sa baignoire se situe une porte qui conduit vers le monde fictionnel de Pride and Prejudice. Donc on a une histoire typique de monde parallèle où on peut rentrer dans la fiction, un petit peu comme ce qu'on a dans les romans de Jasper Fforde. Je ne sais pas si vous avez lu, que vous connaissez ces romans de Jasper Fforde. Et donc bien sûr, au fil de 4 épisodes, Amanda, la personnage principale, va vivre dans le milieu de Pride and Prejudice à la place de Elizabeth Bennet, pendant que Elizabeth Bennet va vivre sa vie au début du XXIe siècle. Et en bonne fan, Amanda va essayer de conserver l'intrigue sur les bonnes, comme elle doit se dérouler, mais en fait tout va mal tourner et ça va être très compliqué pour elle. Alors, tout ceci se fait référence à un espace qui est donc plus évanescent, plus fantasmé,
et qui pourrait se rapprocher aussi d'un espace très différent pour certaines adaptations qui a trait à l'interface par le biais de laquelle on y a accès. Ce sont les adaptations sous forme de vlog. Et on en a 3 principalement qui ont fait date. The Lizzie Bennet Diaries en 2012, Welcome to Sanditon en 2013 et Emma Approved en 2014, toutes les 3 émanant de la même compagnie de production qui s'appelle Pemberley Digital. Et les 3 utilisent la forme du vlog, c'est-à-dire on imagine que tout se passe par cette interface ordinateur avec des personnages qui se situent devant leur webcam, qui échangent avec les autres parfois par le biais de plateformes ou de vidéoconférences. Et donc un cadre très étroit et un cadre qui est plus associé avec le digital, avec les communications numériques qu'avec un espace très spécifique. The Lizzie Bennet a eu énormément de succès, hein, donc tout ceci c'était sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire on poussait plus loin ce fantasme d'interaction avec la fiction qu'on a déjà dans Lost in Austin, puisque notamment dans Welcome to Sanditon, les spectateurs pouvaient interagir et créer leur propre contenu en le mettant en ligne et en le soumettant pour être intégré dans la fiction. Voilà, et c'est assez bien fait, c'est aussi très bien produit, c'est-à-dire l'image est très belle, il y a un éclairage parfait, un cadrage intéressant, et donc pour arriver à maintenir l'intérêt des spectateurs dans un cadre aussi contraint, c'était assez remarquable. Alors, je vais assez vite, hein, parce que c'est surtout cet aspect quantitatif qui m'intéresse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme petite conclusion intermédiaire avant de s'attarder sur quelques exemples spécifiques? Alors, tout d'abord, on voit clairement une évolution des adaptations qui reflète les mutations médiatiques de ces dernières années. C'est-à-dire, on a un phénomène de mondialisation des adaptations. Avant les années 90, l'essentiel des adaptations de Jane Austen étaient produites en Grande-Bretagne, parfois aux États-Unis, mais quand même majoritairement en Grande-Bretagne. Ici, on voit que ça prend de l'ampleur. Je n'ai pas mentionné Jane Austen a gâché ma vie, qui nous fait pénétrer un petit peu aussi dans Austen en France, mais c'est à la fois en France et en Angleterre, mais ce n'est pas vraiment une adaptation d'un roman de Jane Austen. Mais on voit quand même cet ancrage dans une histoire anglophone, bien sûr. Jane Austen a longtemps été considérée comme une espèce de quintessence de l'anglicité, et il y a quand même cet ancrage dans une culture anglophone qui reste, même en Inde. On voit aussi que ces adaptations épousent, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, une logique nouvelle du contexte médiatique, qui est la logique qu'on appelle en anglais le narrow casting, au contraire du broadcasting. Le broadcasting, c'est la diffusion pour un grand nombre. C'était ce qui dominait notamment à l'époque de la télévision linéaire. Avec l'avènement du câble, puis du satellite, puis des plateformes, du streaming, etc., on a une explosion de la variété des contenus, même si j'aime pas ce terme, et des productions, des œuvres qui se destinent à un fragment toujours plus restreint en fait du public, d'où l'idée d'étroitesse en fait du public, ou ce qu'on pourrait dire en anglais des adaptations de niche. Hein. C'est une adaptation qui va toucher surtout la communauté LGBT, ou qui va intéresser en particulier la population latino, ou qui va intéresser en particulier le milieu de l'Église des Saints du Dernier Jour, pas exclusivement bien sûr, mais la spécificité du contexte va nécessairement avoir une sorte de fidélisation d'une niche, d'un public de niche. Passage bien sûr du grand écran au petit écran, aux plateformes et réseaux. Hein. La plupart des derniers films que j'ai mentionnés ne sont pas des films de cinéma. Et donc, que reste-t-il d'austénien dans toute cette constellation d'actualisation d'Austen? Souvent, ce qui reste avant tout, c'est la trame narrative romantique, hein, ce qu'on appelle en anglais « the marriage plot », parce qu'en effet, tous les romans de Jane Austen se terminent avec un mariage.
Mais si vous avez bien lu les romans, vous savez aussi qu'en général, c'est pas si simple et qu'il y a une distance ironique et qu'on peut profiter de cette fin heureuse, mais qu'on n'est pas dupe et qu'on sait très bien que c'est une convention. Or, dans de très nombreuses adaptations, cette distance ironique face à la gratification de la fin heureuse passe à la trappe. Ce qui reste aussi, ce sont les enjeux socio-économiques. On parle énormément d'argent dans les romans de Jane Austen, c'est très important, c'est une question cruciale de survie vraiment, et la peur du déclassement social. C'est quelque chose qui revient souvent dans de nombreux films et nombreuses séries dont j'ai parlé. Quelque chose aussi qui fait la force de ces intrigues et l'universalité de ces intrigues, c'est le fait de fonder la structure narrative sur des erreurs de compréhension de soi et des autres, et sur une exploration du trajet compliqué vers la connaissance. Comment on prend conscience de ces erreurs, comment on prend conscience que les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. Pride and Prejudice, le premier titre de Pride and Prejudice, c'était First Impressions, ces premières impressions. Comment suit-on le cheminement intellectuel ou autre d'une héroïne qui prend conscience de ses erreurs et qui tout à coup accepte de penser autrement. Ce qui reste aussi, ce sont souvent les perspectives féminines, le fait de concentrer cette perspective sur la conscience de personnages féminins qui pensent par elles-mêmes, mais aussi de prendre conscience que sur ces trajectoires individuelles pèsent de lourdes contraintes sociales, l'inscription de l'individuel dans le social. Tous ces éléments sont des éléments assez définitoires des romans de Jane Austen et qui se transposent à l'infini dans les différents contextes qu'on a pu avoir. Donc voilà, en termes contemporains, voilà, ce serait Pride and Prejudice and Poor Communication. Alors, pour passer en revue quelques exemples, bien sûr, il y en a trop, il a fallu faire des choix. Il faudra peut-être que je coupe 2-3 choses auxquelles j'avais pensé. Mais l'aspect qui me paraît particulièrement intéressant, c'est l'aspect postcolonial dans les adaptations indiennes de Jane Austen. Notamment parce que on a 3 adaptations, avec surtout 2 qui sont intéressantes, mais qui révèlent vraiment des résonances diverses entre l'œuvre d'Austen et l'Inde du début du XXIe siècle. Alors, j'ai mentionné, donc Kanukkanen, cette insistance sur le contexte socio-économique, politique du début du XXIe siècle et la manière dont le film prenait ça en charge de façon assez courageuse et extrêmement esthétique aussi. C'est un film qu'on a grand plaisir à regarder. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus le voir. Je ne sais pas s'il a déjà été programmé ici ou s'il va l'être. C'est demain. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. C'est un film pour lequel il faut faire un peu d'effort, parce qu'encore une fois, il n'a pas été conçu pour un public occidental, donc il faut décoder certaines références. Donc ça se passe dans le sud de l'Inde. On découvre les 2 personnages émergeant d'une sorte de piscine comme 2 déesses nautiques. Et la première scène de danse est tournée dans les magnifiques paysages du sud de l'Inde, avec une mise en scène pastorale qui magnifie l'actrice Aishwarya Rai, qui lance des graines, qui chante parmi ces personnages masqués, qui dansent, qui bêchent, etc. Mais ce qui compte vraiment dans le contexte, et qu'on comprend au fur et à mesure, c'est que cette Inde contemporaine est en pleine mutation, notamment en matière d'économie, de mode de vie, d'idéologie. Et donc le film va jouer beaucoup sur la bipolarité tradition-modernité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas être dogmatique. Il ne va pas dire « Oh là là, oui, c'est terrible, toute cette modernisation, cette occidentalisation, c'est une catastrophe, on perd notre âme. » Mais il ne va pas non plus adopter les idéaux contemporains sans nuance. Donc c'est ça qui me paraît intéressant. Petit exemple, dans Raison et Sentiment, vous vous souvenez peut-être que le personnage de Marianne, la plus jeune sœur,
la cadette, et ce personnage exalté qui va tomber amoureuse de Willoughby, qui est jeune, énergique, fringant, qui la séduit pour finalement l'abandonner, et qu'au final, elle va trouver un certain réconfort, on l'espère pour elle, auprès du colonel Brandon, qui est vieillissant, qui est assez peu glamour, mais qui gagne son estime et qui l'épouse à la fin. Dans le roman, c'est le colonel Brandon, donc Colonel Brandon. Ici, il devient le Major Bala, et d'ailleurs, le film s'ouvre avec une scène de guerre, où le Major Bala perd sa jambe, littéralement, au cours de la guerre du Kargil, qui était une guerre entre l'Inde et le Pakistan, où voilà, des soldats, notamment du sud de l'Inde, ont été un peu abandonnés par le gouvernement de Delhi après la fin de la guerre. Donc c'est inscrit quand même dans un contexte assez chargé. Et il en souffre beaucoup, il est devenu alcoolique, et le film va suivre un petit peu sa réhabilitation, notamment grâce à une activité horticole, donc traditionnelle, qui met en avant la richesse naturelle de l'Inde, et une activité qui va l'opposer fortement à l'autre personnage, qui est l'équivalent de Willoughby, et qu'on découvre dans un plan totalement opposé, quasiment en noir et blanc, où on le voit donc en costume occidental, avec un téléphone portable de l'époque, avec ses silhouettes sombres. Et en fait, c'est une émission de télévision qui le présente comme le wonderkid de la finance, le nouveau visage de l'Inde, voilà, qui va faire exploser l'économie, etc., avec une espèce d'infographie moderne. Voilà. Donc, du point de vue esthétique, on ne pourrait pas avoir de manière plus flagrante cette opposition entre tradition et modernité. Non seulement il est associé à ce type de costume occidentalisé, à cette activité de finance qui, par ailleurs, va contribuer à la ruine de la famille des deux sœurs, mais il est aussi associé à une Mercedes, donc une voiture occidentale, dans une scène qui est assez intéressante parce qu'elle propose une variation sur un thème. C'est-à-dire dans le roman, c'est le moment où Marianne, tout exaltée, part faire une promenade dans la campagne, mais il y a un risque d'orage, mais elle n'y prête pas garde. Et au bout d'un moment, elle tombe et elle se foule la cheville. Arrive alors un jeune homme avec un fusil et un chien dans le roman, qui la prend dans ses bras et qui la ramène dans sa famille. Dans le film de Ang Lee, si vous l'avez en tête, avec Emma Thompson, on a besoin d'un petit peu plus de drama. Donc dans le film de Ang Lee, il y a une grosse tempête, pas juste de la pluie, grosse tempête, elle dévale une colline, elle se fait très très mal, et arrive alors un cavalier avec une cape sur un cheval blanc qui se cabre avant de descendre de cheval et de la sauver. Donc on avait déjà une évolution du chien vers le cheval blanc. Et donc c'est intéressant de voir que là aussi, l'orage est sur le point de gronder, et cette fois-ci, ce n'est pas un chien ou un cheval, mais la Mercedes noire qui symbolise l'accessoire du héros qui se révélera au final assez peu fiable. Donc c'est ce type de variation sur un thème qui est assez éclairant sur les résonances de l'histoire dans différents contextes et à différentes époques. Passons maintenant à un autre exemple alors peut-être avant de passer à Bride and Prejudice, remettre en contexte... Non, pardon, je le ferai plus tard. Donc, passons à Bride and Prejudice, qui va reprendre cette idée de tradition et modernité, puisque c'est réalisé de manière assez peu longtemps après, 2004, donc dans le même moment de boom économique et d'ouverture au monde aussi de l'Inde. Et dans Bride and Prejudice, ça va être décliné pas tant sur la dimension économique que sur la dimension mondialisée. C'est-à-dire que ça se passe, certes, dans le Pendjab, tout au nord de l'Inde, dans une famille à l'activité rurale, là aussi, mais au lieu d'avoir une héroïne en sari qui danse au milieu de figures mythiques qui bêchent la terre, ici, c'est une femme qui est en t-shirt et qui conduit un tracteur. Donc il y a tout de suite une modernisation du personnage et qui
qui fait ses propres choix, même si son père lui donne des conseils ici. Ça, c'est le générique du film, où on voit finalement l'apparition des deux personnages principaux qui incarnent cette tension, ruralité indienne, et de l'autre côté, les personnages masculins qui arrivent en avion, Bingley, qui est un non-resident Indian, donc un Indien issu de l'immigration, deuxième génération, d'un milieu extrêmement privilégié, et son ami Will Darcy, qui est américain. Et c'est intéressant de voir l'opposition entre le tracteur et l'avion qui arrive en même temps et qui survole par ailleurs des buildings en construction qui montrent là aussi l'essor économique de l'Inde. Alors, donc, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est cette dimension de mondialisation, puisque l'intrigue va se situer non seulement au Pendjab, mais aussi en Angleterre, à Goa d'abord, dans une partie de l'Inde qui est vraiment ouverte au tourisme, avec beaucoup de grands hôtels, etc., puis en Angleterre, puis aux États-Unis. Donc il y a énormément de mobilité. Mais il n'y a certainement pas, là aussi, une adoption de la modernité occidentale sans réserve. Et là aussi, le discours est assez mesuré. On va regarder un bref extrait où la famille Bakshi, donc l'équivalent de la famille Bennett, discute des opportunités que permettrait une expatriation. Madame Bakshi trouve qu'ils auraient dû émigrer aux États-Unis comme tant d'autres parce que la vie serait plus belle ailleurs. Monsieur Bakshi trouve au contraire qu'il y a une foultitude d'opportunités en Inde et qu'il n'est pas nécessaire de bouger. Et voici leur échange. But Raj didn't dance with any other girl all night. I knew he wouldn't be able to resist my pretty Jaya's charms. Or yours, I'm sure. Just imagine, if Jaya went to live in UK, we could visit her anytime. I would hate to have my daughters be so far away. But we have so many. One or two can grow abroad. They'll earn more. God knows they'll need to, because we can't afford to give them all decent dowries. Perhaps we should have drowned one or two at the time of their birth. We wouldn't have had these problems if we had gone to US when we had the chance. Did I tell you about this Indian fellow who went to America and made it rich? My brother did all the paperwork to sponsor us. But no, you didn't want This to fellow leave. went to America and bought this huge American house and built 3 swimming pools in the Now garden. he owns 3 Subway franchises in New Jersey. And what do we have? An old house, an old farm, and new bills. So when his father visited from India, he showed him around his mansion and 3 swimming pools. His father asked, "But son, why do you need 3 pools?" So he said proudly, "Well, one is filled with cold water for when I feel hot. The second is filled with hot water when I feel cold." The father nodded and said, "But why is the third pool empty?" So he said, well, that's when I don't feel like swimming at all. Donc on voit bien à travers cette petite parabole des 3 piscines la critique d'un consumérisme effréné, d'une américanisation qui est fondée essentiellement sur une consommation absurde. Mais néanmoins, la critique du consumérisme a ses limites dans Pride and Prejudice, puisque le film fétichise un petit peu chacun des endroits qu'il représente, notamment le moment où Mina s'apprête à quitter l'Inde justement pour aller rendre visite à de la famille en Angleterre, où on a cette jolie carte postale du temple d'or d'Amritsar, et l'arrivée en Angleterre qui est marquée par ses plans en plongée sur les aimants remarquables de Londres. On voit aussi que l'évolution des relations entre Mina, l'équivalent de Elizabeth, et Darcy a lieu au moment où elle se rend compte de ses erreurs passées. Dans le roman, ça a lieu lorsqu'elle marche en forêt. Là, en fait, ça a lieu dans un avion où ils sont côte à côte, et surtout quand il l'emmène faire un petit tour dans son hélicoptère. Voilà. Mais ce qui marque aussi dans Pride and Prejudice, c'est une sorte d'inversion des hiérarchies. Dans Pride and Prejudice, si vous vous souvenez, Darcy arrive dans la petite communauté de Meryton avec énormément de préjugés de classe, et il regarde tout le monde de haut.
Dans Bride and Prejudice, cette relation est inversée. Quand Darcy arrive en Inde, à Amritsar, certes, il est pétri de préjugés culturels, mais la mise en scène met en avant le fait qu'il est clueless, si on veut utiliser les termes d'un autre film, c'est-à-dire qu'il est paumé, il n'a pas du tout les références qu'il faut. Et très souvent, le personnage de Mina ou les personnages féminins sont placés en hauteur, tandis que Darcy est représenté en contrebas. Donc l'utilisation de plongée, de contre-plongée, là aussi, contribue à cette hiérarchie inversée. On voit aussi qu'il manque énormément de références culturelles, il ne sait pas comment s'habiller, il ne sait pas comment danser, c'est un petit peu elle qui lui tient la main un petit peu pour qu'il suive pour qu'il parvienne en fait à trouver son chemin. Donc une sorte d'inversion des relations de pouvoir entre les deux. Je passe un petit peu sur cet extrait-là parce qu'on va accélérer un petit peu. Et en fait, la rédemption de Darcy arrive lorsqu'il parvient à s'intégrer de manière plus ou moins symbolique à cette culture indienne, notamment quand il s'oppose à Wickham. Wickham, qui est donc le méchant dans Pride and Prejudice, qui s'est enfui avec Lélia, qui a complètement compromis sa réputation. Et ici, on a le moment où il le confronte, et c'est dans un cinéma qui passe un film Bollywood dans lequel il y a une bagarre à ce moment-là, et les deux hommes se bagarrent sur la scène, devant l'écran de cinéma et le film, en imitant les mouvements de la bagarre du film. Donc c'est comme s'il s'intégrait à ce modèle de film Bollywood. Et de la même manière, je ne vous révèle pas trop sur la fin, si vous restez tout à l'heure, mais on voit que voilà, il a abandonné la peur du ridicule pour rejoindre justement l'harmonie qui est représentée par la musique indienne à la fin. Alors, ce qui m'intéresse avant de passer à la suite, c'est la manière dont, que ce soit Kandu Kandan ou Bride and Prejudice, on a un phénomène de réponse, il me semble, de l'ancienne puissance coloniale, de la culture de l'ancienne colonie face à l'ancienne puissance coloniale. En 1989, des critiques littéraires, Ashcroft, Griffith et Tiffin, avait écrit un texte qui s'appelle « The Empire Writes Back », l'Empire contre-écrit, qui était le premier grand travail universitaire sur la littérature postcoloniale et la manière dont cette littérature postcoloniale s'attaque au canon colonial et propose une voie différente et se réapproprie aussi cette histoire coloniale par l'écriture. Et il me semble que ces adaptations de Jane Austen en Inde permettent aussi de se réapproprier ce canon qui, pendant si longtemps, a été imposé. Jane Austen, comme je disais, c'est quand même la quintessence de l'anglicité, c'est ce canon littéraire qui a été imposé aux pays colonisés pendant des décennies. Et le fait de se l'approprier, de le transformer, de l'indianiser et de proposer une sorte de parabole de réconciliation, comme on peut la voir dans Bride and Prejudice, s'inscrit dans cette réflexion postcoloniale sur le statut de cette culture littéraire associée à l'histoire coloniale aussi. Alors, il va me falloir faire des choix un petit peu cruciaux pour qu'on puisse discuter. J'aurais voulu, je vais utiliser une figure de style qui s'appelle la prétérition, pour ne pas vraiment faire ce que j'ai dit tout en vous disant quand même que je le fais. J'aurais voulu vous parler du makeover encore, de revenir à l'image du makeover et de vous parler de la manière dont Clueless utilise cette image du makeover pour réfléchir sur cet idéal de transformation de soi que l'on trouve dans Jane Austen, puisque le makeover est un peu au cœur du film de Clueless, mais j'imagine que c'est un film que vous pouvez facilement voir par ailleurs. Et donc, vous connaissez sans doute la scène célèbre où elle transforme l'apparence du personnage de Ty. Et je citerai simplement la citation de Cher Horowitz, l'équivalent de Emma dans Clueless, qui décide de changer et d'améliorer sa vie parce qu'elle prend conscience de toutes les erreurs qu'elle a faites. Et elle dit « I needed a makeover, but this time I would make over my soul ».
Voilà, ça semble très, très, très corny, comme on dit en anglais, ça fait un peu kitsch, ce makeover de l'âme, et ça pourrait paraître un petit peu cliché, mais le film, justement, va tellement loin dans les clichés, en mettant en scène, justement, le moment où elle prend conscience de ses erreurs devant une fontaine qui s'illumine de bleu, de rouge, que justement, on a là aussi ce petit décalage ironique dans la forme, plutôt gros décalage ironique dans la forme, qui fait écho, là aussi, à la voix narrative ironique qu'on pouvait avoir chez Jane Austen. Mais j'accélère un petit peu parce que je voudrais vous parler de ce dernier type d'espace dans lequel on peut transposer Jane Austen. Et ça m'a fait penser à une citation qu'on a au début du roman qui s'appelle The Go-Between de Hartley, qui commence en disant « The past is another country ». Le passé est un pays étranger. Ici, c'est la fiction est un pays étranger. Comment représenter non pas tant le monde de Jane Austen, qui nous reste à jamais inaccessible, mais le fantasme que nous ressentons pour ce monde. Et cet échange entre notre contemporanéité et cet espace fictionnel inaccessible, mais qu'on rêve toujours plus de toucher. Et c'est ce qu'on a dans Lost in Austen, 2008, cette mini-série, cette idée du fantasme d'incorporation. Donc je vais vous montrer le tout début de Lost in Austen. It is a truth, generally acknowledged, that we are all longing to escape. I escape always to my favourite book, Pride and Prejudice. I've read it so many times now, the words just say themselves in my head, and it's like a window opening. It's like I'm actually there. It's become a place I know so intimately. I can see that world, I can touch it. I can see Darcy. Whoa, Amanda. Now, where was I? Donc, petite mise en bouche, pour ce fantasme de Jane Austen, on voit qu'il y a une dimension presque climactique, on dirait en anglais, quand elle se sent investie de ce monde de Jane Austen. Dans Lost in Austen, Pride and Prejudice devient littéralement un livre dont on est le héros, ce type de littérature qui a commencé à être assez populaire dans les années 80. C'est-à-dire, tout à coup, à travers ce personnage de Amanda, on imagine la manière dont on pourrait avoir un impact direct sur cette histoire. Et surtout, on a ce fantasme de perception sensorielle de ce monde fictionnel. Ce qui est intéressant, parce que dans les romans de Jane Austen, il y a assez peu de corps, il y a assez peu de détails sensoriels, justement. Très peu de descriptions, très peu de mentions du corps. Tout est, en général, filtré par la perception des différents personnages. Alors que la mini-série révèle quelque chose qui est flagrant dans la réception austenienne, c'est-à-dire l'envie de ressentir ce que c'était à l'époque. On ne compte plus le nombre de Jane Austen parties, de recréations en fait, de situations austeniennes, de bals, régences où on est censé arriver en costume avec le bon chapeau, les gants, etc. Le plaisir aussi de recréer les danses de l'époque pour comprendre un petit peu les relations sociales. Donc une dimension très phénoménologique, pour utiliser un mot sérieux, dans notre relation à ces mondes narratifs. On voit aussi, dans Lost in Austen, l'influence des jeux vidéo et de l'interactivité que permettent les jeux vidéo. Plus tard dans la série, cette séquence, la fantasmée, qui se passe dans sa tête, en fait, on voit que ça se passe dans sa tête parce qu'il y a du flou, parce qu'il y a des éclairages qui sont totalement irréalistes, aussi parce que ces fantasmes sont les nôtres. On a l'impression de reconnaître des scènes de films. Ce ne sont pas des scènes de films austeniens, mais ce sont des sortes de pastiches de scènes de films qu'on a pu voir, de Joe Wright, de la série BBC, etc. Plus tard dans la série,
le personnage de Amanda ira jusqu'à demander à Darcy de plonger dans le lac, en fait, et de sortir avec sa chemise collée au corps, et elle lui dira qu'elle est en train de vivre un drôle de moment postmoderne à ce moment-là. Donc Lost in Austen joue beaucoup avec tous ces filtres intermédiaires, en fait, qui ont constitué notre imaginaire austenien au fur et à mesure. Ça s'intègre aussi dans une lignée de films qui s'intéressent plus à notre relation aux œuvres que à recréer ces œuvres elles-mêmes. Dans la lignée, par exemple, de Looking for Richard de Al Pacino, qui est sorti en 1996, qui adapte en quelque sorte Richard III, mais qui est constamment en train de réfléchir à pourquoi on s'intéresse à Richard III aujourd'hui, à travers des interviews, etc. C'est ce que fait aussi Michael Winterbottom dans son adaptation de Tristram Shandy, autre grand classique du XVIIIe anglais, qui s'appelle A Cock and Bull Story, qui est un roman longtemps réputé inadaptable, et donc il va faire un film sur le fait de faire un film qui est adapté de Tristram Shandy, et le fait qu'on n'y arrive jamais, ce qui est intéressant, puisque le roman lui-même est un roman sur le fait qu'on n'arrive jamais à écrire l'histoire de sa propre vie. Donc, on voit ici cette espèce de feuilleté assez complexe de références et d'insistance, encore une fois, sur le sensoriel. Plus tard dans la série, on aura des gros plans sur les assiettes quand ils sont en train de manger pour avoir une idée de à quoi ça ressemble, cette nourriture. À un moment donné, elle a besoin de se laver les dents et la famille Bennett lui montre une espèce de petit plateau avec des brindilles, du sel et de la craie. Donc là, en général, après, on va googler sur comment est-ce qu'on se lavait les dents au XVIIIe siècle. Donc c'est cette idée de réalité de ce monde fictionnel qui m'intéresse ici dans notre réflexion sur les actualisations en fait des différentes histoires austenniennes, dans cette volonté d'identification absolue avec le monde fictionnel. Alors, pour conclure, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, bien sûr, c'est le fait que ces adaptations montrent certes l'universalité de ces romans, de ces histoires, de ces personnages, mais aussi la fascination grandissante qu'on ressent par rapport non seulement à ces histoires, non seulement à ces personnages, à ces textes ou à ces œuvres, mais par rapport à notre propre fascination pour ces histoires. Et c'est quelque chose, je trouve, qui a évolué depuis le moment où j'ai fait ma thèse, avec une plus grande diversité, encore une fois, des types d'adaptations, une volonté constante de faire ces variations sur un thème en fonction des différents contextes très très variés. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est que ça suscite beaucoup moins de réactions. Quand j'écrivais ma thèse jusqu'en 2003, on ne va pas dire quand est-ce que j'avais commencé, il y avait beaucoup de réactions très, très, très radicales, en fait. Il y avait beaucoup de gens qui trouvaient ça dommageable, hein, ces adaptations qui elles faisaient pas comme on devrait, elles trahissaient Jane Austen, elles abêtissaient les histoires. Et donc, il y avait pas mal d'écrits assez amers, notamment provenant de critiques austenniens. Or, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup moins ça. En fait, ça suscite moins de réactions. Alors, je me suis posé la question, pourquoi il y a moins de passion, finalement, dans la manière de réagir à ces adaptations. Je pense que c'est lié à une certaine érosion des hiérarchies culturelles, ce que je trouve extrêmement bien, et beaucoup plus de passerelles, en fait, avec ce qu'on a longtemps considéré comme la culture d'élite et la culture de masse. En anglais, on dit highbrow et lowbrow culture. Qui s'érode quand même radicalement, notamment aussi avec l'ère numérique. Mais c'est peut-être aussi lié à une forme de dilution de contenu, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'Austen commun, peut-être. Alors ça reviendra peut-être avec la série Netflix, puisque Netflix est encore une plateforme qui essaye de s'adresser à un vaste public. On verra. Voilà, mais une petite baisse de passion quand même dans la réception. Mais néanmoins, il me semble que ce mélange des genres, des contextes qui caractérisent toutes ces actualisations
renforce encore cette ouverture du public austénien potentiel, le fait que de transposer dans un nouveau genre, dans un nouveau contexte, va amener des nouveaux publics, des nouveaux lecteurs et lectrices, je l'espère, vers Jane Austen, et de nouveau, voilà, encore une fois, une rencontre entre différents types de cultures. D'ailleurs, Kandu Kandan, c'est sans doute ce qui a conduit Rajiv Menon, le réalisateur, à être invité au British Council de Madras pour présenter son film. Et puis voilà, il est programmé au Forum des images plus de 20 ans plus tard. Donc Jane Austen, c'est quand même une extraordinaire passeuse entre les cultures aujourd'hui. Et ces textes se prêtent, il me semble, magnifiquement bien à de telles recréations parce qu'ils ont ce potentiel d'adaptabilité, aussi ce potentiel cinématographique, notamment parce qu'ils laissent une place essentielle à l'initiative, à l'imagination, à l'intelligence des lectrices et des lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de creux du texte, beaucoup d'indirection, d'ouverture, d'ironie, encore une fois, qui peut être interprétée d'une manière ou d'une autre. Également, ce dont je parlais, le minimalisme de ces descriptions, là aussi, laisse énormément d'ouverture. On a beaucoup d'ambiguïté aussi, de paradoxes, beaucoup de refus du simplisme ou de l'explication. Donc tous ces creux du texte, en quelque sorte, appellent nécessairement une forme de désir de combler ces creux sous différentes formes. Et nécessairement aussi une forme de frustration quand ces creux sont comblés, en quelque sorte. D'où cette volonté de retourner constamment au texte et d'en fournir de nouvelles adaptations. Donc voilà, ces adaptations qui ont longtemps été étudiées dans une logique de manque sont peut-être passées dans une logique aujourd'hui de surplus par rapport au texte. Elles ne constituent certes pas des appauvrissements ou des profanations, mais plus des enrichissements, comme toute interprétation de toute façon. Merci et je suis ouverte pour toute discussion, toute question.